Merci de nous suivre sur Casa Time. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau le secrétaire général du Casa Sport, M. Siaka Bodian. Siaka Bodian, qui a la mémoire du Casa Sport depuis pratiquement 2009. Alors, il est plus connu à Ziguinchor sur le sobriquet de l'os. Alors, Siaka d'ailleurs, dites-nous, d'où est venu ce sobriquet de l'os? Oui, mais déjà je te remercie pour l'invitation. Casa TV. Et me réjouis du bon travail que vous êtes en train de faire dans la vulgarisation de ce que le club est en train de faire. Et je crois que ça participe de la modernisation du club. Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est une longue histoire. Une longue histoire qui remonte à ma tendre enfance, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, vous comprendrez que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais là, il s'agit de deux options qui ont été avancées pour expliquer cela. Parce que moi-même, j'ai dû demander à mes élèves, mais pourquoi l'os? Alors, il se trouve que pendant que mon papa servait à Nyassia comme instituteur, donc nous étions là-bas tout jeunes, étant dans l'école primaire. Et il y avait un de nos aînés, un de nos cousins, qui était pratiquement l'aîné de toute la famille à Nyassia, qui était sous couvert de mon papa pour le cadre des études. Il était un grand garçon, au CM2, nous était encore vers le CICP. Alors lui me dit que c'est lui qui m'a appelé l'os pour la première fois. Parce que, voilà, il avait constaté que, autour du plat, quand on prenait le repas, je ne m'intéressais pas aux condiments. Mais que bizarrement, c'est après qu'on ait fini de manger, que moi je prenais l'os pour le manger. Donc il m'a dit l'os. Alors c'est comme ça qu'il l'a dit. Par contre, d'autres sont venus contredire cette version-là pour dire qu'en réalité ça vient du football. Que j'étais déjà très doué, mais que j'étais très petit. Et beaucoup ont confirmé cela. Et que j'aimais souvent entrer dans les matchs des grands. Quand les grands jouaient, j'insistais et effectivement on finissait par me faire jouer avec les grands. Et j'étais tellement embêtant, j'ai dribblé tout le monde, que ceux qui étaient dehors disaient, mais il faut casser cet os-là. On me causait comme un os là. Il faut casser cet os-là. Il ne faut pas le laisser vous dribbler. Donc ils disent que c'est comme ça qu'on m'a appelé l'os. Donc vous voyez, c'est deux versions. Et chacun a tenu à insister sur le fait qu'effectivement c'est sa version qui est la meilleure. Donc moi je retiens ces deux-là. Et vous avez grandi avec? Et j'ai grandi avec, voilà. Voilà, jusqu'aujourd'hui. Voilà. Alors on va nous intéresser à cette partie football, justement. Comment justement vous avez intégré d'abord le Casa Sport? C'est vrai que vous avez déjà joué à Dakar Université Club quand vous étiez à l'université, mais bien avant, comment justement vous avez intégré justement le Casa Sport? Très tardivement déjà, puisque vous évoquez l'époque du DUC. J'ai commencé par le DUC et c'est après avoir terminé mes études. J'étais en année de maîtrise, j'avais fini de faire mon certificat de maîtrise. Il restait maintenant seulement la soutenance. C'est à ce moment-là que j'ai rallié Ziguinchor. Alors j'ai rallié Ziguinchor dans l'attente de la programmation de ma soutenance. Alors malheureusement ça a tiré en longueur et je n'ai pas pu soutenir dans la fourchette qui était convenue au départ. Et j'ai presque fait 3-4 mois sans rien faire. Alors entre-temps, j'avais également déposé j'étais dans l'attente également d'une affectation, parce que j'étais déjà dans le circuit pour l'enseignement. Et on m'a mis à la disposition de l'institution d'académie de Ziguinchor. Alors j'ai compris que ce n'était pas gratuit. Parce que quand je jouais au DUC, déjà le comité à l'Ekasa, qui était déjà très dynamique, ne cessait de me mettre la pression pour que je vienne jouer au Casa Sport.
Parce qu'ils ont vu que j'ai jamais joué au Casa Sport. Et pourtant, j'ai fait les beaux jours du Duc. Avec le Duc, hein, par exemple, j'ai été de la montée du Duc, de la division régionale à la première division. Et j'étais le capitaine pratiquement pendant les années qui ont entre la deuxième division et la première division. Et à chaque fois, à l'époque, le Casa Sport était également en deuxième division. Les dirigeants de Casa Sport, à l'écart, ne cessaient de m'intimer même à la limite l'ordre de rentrer pour aller jouer au Casa Sport. Alors j'ai compris, quand ils ont compris qu'il y avait un dossier pour l'enseignement et tout, parce que je devais devenir professeur d'histoire et géographie, ils ont fait un lobbying pour que je vienne à Ziguinchor avec en arrière-plan l'idée que je joue au Casa Sport. Alors, malheureusement, quand je suis arrivé, effectivement, en octobre 1999, j'ai effectivement été mis à disposition de l'IA de Ziguinchor. Alors, sur place, dans le cadre de la distribution des enseignants dans les écoles, l'IA avait constaté qu'il n'y avait pas de besoin en professeur d'histoire et géographie au lycée de Niabo. À l'époque, il n'y avait même pas d'autres lycées, il n'y avait que le lycée de Niabo. Et à Ziguinchor, après il y avait le lycée à Ounsane, à Bignona, et puis un autre lycée à Ousoui. Donc, l'IA a constaté que j'étais un KS, c'est-à-dire un professeur qui avait vocation à enseigner dans un lycée. Même si, voilà, les besoins est là, il a constaté qu'il n'y avait pas de place au lycée Niabo, et il a dit qu'il n'y avait pas de possibilité que je vienne au lycée Niabo. Et Noisy, à l'époque, qui était proviseur du lycée Niabo et en même temps président de Casa Sport, avait insisté, ou vice-président du Casa Sport à l'époque, insisté pour qu'on m'amène au lycée. Alors l'IA à l'époque avait dit non, il y avait une surcharge et qu'il n'y avait pas de possibilité. La seule possibilité qui s'offrait pour moi, c'est d'aller à Bignona. Et à partir de là-bas, le temps de faire une année, le temps de voir l'évolution de la situation du corps professionnel et éventuellement de pouvoir me ramener à Ziguinchor. Et c'est comme ça que mon intégration au Casa Sport a été retardée d'une année. J'ai été amené à Bignona. Même à Bignona, il n'y a pas de besoin en professeur d'histoire au lycée. J'ai dû atterrir au CM Arfam Bessir Sonko comme professeur d'histoire. Et pendant toute l'année 99-2000, j'y ai servi. Et fort heureusement, en octobre 2000, la mutation est sortie pour me ramener au lycée de Niabo. Et c'est cette année-là que j'ai intégré le Casa Sport. Et Dieu faisant bien les choses, le Casa Sport était également, venait d'accéder cette saison-là en première division. Voilà. C'était donc pour la saison 2000-2001. 2000-2001. C'est cette année-là, à cette année que j'ai intégré le Casa Sport en tant que footballeur. Et depuis, vous n'avez jamais quitté le Casa Sport. Alors, parlez-nous un peu de ces moments, que vous avez vécu en tant que joueur au Casa Sport. Des moments très difficiles. Très difficiles. Ah oui. Le club manquait cruellement de moyens. Déjà, il fallait se contenter de joueurs qui ont brillé dans les Navétanes. Et pas de possibilité de faire venir des joueurs hors normes, comme on pouvait les appeler. Et ensuite, il fallait s'entraîner au Stade Néma, qui était en latérite, un terrain qui n'était pas aux normes. Et jouer nos matchs au Stade Aline Sitoé Diatta. Donc ça, c'est la première difficulté. Mais ensuite, surtout pour les voyages, et c'était ça le véritable drame, nous partions à Dakar la veille de nos matchs. La veille. Nos adversaires étaient fondamentalement à Dakar. La veille de nos matchs et sur un moyen de transport qui s'appelle à l'époque Ndiaga Ndiaye, les cars Ndiaga Ndiaye. Le Casa avait à l'époque le fameux car que nous avons, c'est l'un des tout premiers cars que le Casa a acquis, avec la coopération avec le PSG, grâce à Ibrahima Diédhiou Tchakar, jeune footballeur du Casa Sport qui a été transféré. Et dans le cadre du partenariat, le PSG a octroyé au Casa Sport ce fameux car Ndiaga Ndiaye là. Et c'est avec ce car-là que nous déplacions pour aller jouer à Dakar. Et la veille des matchs, parce que le club n'avait pas les moyens de payer un hôtel. Et nous allions à Dakar, nous étions logés à comment s'appelle, le lieu habituel de regroupement du Casa Sport, DPV, à la DPV. Avec comme directeur à l'époque Faustin. Voilà, le comité de Casa s'est arrangé pour que le Casa puisse être logé là-bas. Et on bénéficiait de logements de services, mais c'était évidemment des conditions. Nous étions
dans des salles, regroupés en groupe, en même le sol, en groupe de 8-9, dans la même pièce. Et c'est dans ces conditions-là que nous arrivions à Dakar, que nous préparions à jouer nos matchs le lendemain. Et naturellement, ça a été une saison très très difficile. C'était presque l'apprentissage pour tout le monde. La Ligue 1, j'étais le seul pratiquement qui avait évolué en première division parce que j'avais eu cette expérience-là avec le Duc. Alors, donc, naturellement, avec ces difficultés-là, nous avons tant bien que mal figuré. Et au bout de la saison, nous avons été relégués en seconde division. Donc nous avons fait un aller-retour, c'est de la saison 2000-2001. Et nous sommes repartis en deux divisions, en 2001-2002 et en 2002-2003. C'est seulement après, et moi je me suis arrêté là, parce que j'ai fait pratiquement 3 ans au Casa Sport, parce que personnellement, la situation commence à être intenable. Entre mes cours au lycée de Niabo, les entraînements, il fallait terminer ses cours. À l'époque, c'était la journée discontinue. On faisait cours jusqu'à midi. Il y avait des cours l'après-midi. On descendait à 17h, des fois à 18h. Et comme j'étais à côté du stade Nema, à descendre à 18h, j'allais rejoindre les amis pour m'entraîner. 1 heure de temps maximum, c'était terminé. Et des fois, il y avait des moments, je crois que c'est 1 ou 2 fois par semaine que nous allons nous entraîner au stade Alain. Donc, cette navette-là, véritablement, commençait à peser, mais ensuite, les autres sacrifices que je faisais, parce qu'il fallait d'abord être en phase avec mes enseignements, mes cours, il fallait enseigner, il fallait préparer ces cours-là, et en général, les enseignants, ils travaillent à la maison le soir, et imaginez, avec la fatigue du sport et tout, je devais après m'être reposé 1 heure, 2 heures de temps, me mettre à table pour travailler, préparer mes cours. Donc je dormais pratiquement tard tous les jours. Donc c'était un rythme d'enfer. Qui fait que, bon, au bout de 3 ans, dès la 3e année, je ne l'ai pas terminé parce que j'ai eu une blessure, je crois que c'était un problème d'adducteur, qui a fait que j'ai dû écourter la saison. Et depuis lors, je suis resté, et à la fin de la saison 2003, heureusement, le club est remonté pour la saison 2003-2004. Et c'est à cette époque-là que, avec les dirigeants qui étaient là à l'époque, les Noa Cissé, les Matar Diop et autres Cissé, l'autre Cissé qui était également professeur au lycée de Niabo, les Bokar Ndiaye, les Whisky. Donc, ils m'ont proposé d'intégrer immédiatement la section de football. Donc c'est pourquoi depuis 2004, après avoir été footballeur entre 2001, cette saison-là, et 2003. L'année suivante, j'ai intégré la section de football du Casa Sport. En tant que joueur? Non, j'avais comme arrêté de jouer. Et donc, je suis devenu membre de la section de football, aux côtés des Maud Dramé et tout, qui étaient déjà là, pour accompagner le comité dans la gestion du football. Principalement dans le domaine du football, parce qu'à côté il y avait la section de basketball, il y avait la section de handball, la section d'athlétisme. Donc voilà comment j'ai arrêté de jouer au football pour devenir dirigeant. Alors, pour devenir dirigeant, et depuis, vous n'avez jamais quitté ce poste de dirigeant, c'est vrai. La transition est toute faite. Vous avez donc quitté, disons, la section de football pour devenir le secrétaire général du Casa Sport. Alors, ça, comment on vous a propulsé à ce poste? Oui, déjà, d'abord, comme j'ai dit, en 2004-2008, on était membre de la section pendant 4 ans. Et c'est à la section, à l'année 2008, au début de l'année 2008, que, il faut le nommer, Noa Cissé, qui était président, je crois que c'était après le décès de Maître Ndiaye, je ne me rappelle plus la période. En tout cas, nous étions à la section quand Maître Ndiaye était président, Noa Cissé vice-président. Et c'est après qu'il soit décédé que Noa Cissé a assuré l'intérim. Alors il y avait une sorte de léthargie au niveau du comité. Alors Noa Cissé, ayant constaté cela, a proposé qu'on puisse coopter des jeunes dynamiques de la section de football. Ceux qui faisaient marcher la section de football, il a voulu qu'on en fasse des membres cooptés du comité. Et c'est dans ces entrefaits-là que moi-même et Ibou Dabo sont venus. Déjà, notre ami Dramé était déjà membre communautaire. Et c'est comme ça que nous l'avons trouvé là-bas, comme membre communautaire, mais membre coopté, en 2008.
c'était presque la dernière année du mandat. Il y avait presque plus de communicateurs, pour dire vrai. Alors c'était Noissé qui était là et qui pilotait le club avec la section de football. Donc il nous a considérés comme des membres du communicateurs et j'ai assuré l'intérim du secrétariat. Parce que c'était Doyen Matar Diop qui était secrétaire, lui-même ne venait plus. Alors, donc, j'ai assuré l'intérim aux côtés de Cissé, dont j'évoquais tout à l'heure le nom, qui était également poste de SVT au lycée Niabo, qui est même devenu principal après. Et nous avons accompagné le communicateurs pendant cette saison-là. Dieu a fait que cette année-là, le Casa Sport est allé jouer la finale de la Coupe du Sénégal, non, la finale du championnat. Le championnat se jouait en poule. Et nous avons rencontré la Douane en 2008. C'est la dernière année du championnat amateur, parce que le championnat prochain est venu en 2009. Et avec ces jeunes-là que nous étions, le Casa a été propulsé champion de sa poule. Et nous avons rencontré la Douane en finale, en une manche unique. Je m'appelle à l'époque Laïdiao qui se plaignait, qui disait que pour respecter la logique, il aurait fallu que la finale se joue en aller-retour. Pour que chaque équipe ait sa chance. Malheureusement, la finale a été programmée en une seule manche. Nous avons joué contre la Douane qui nous a gagné en finale. Et c'était à Dakar. Donc l'année suivante, c'est 2009, c'était l'année d'élection, l'année de renouvellement. Et cette année-là que nous sommes devenus officiellement membres du communicateurs. Et après, le communicateurs a mis en place un bureau. Et Noissé m'a appelé personnellement dans son bureau pour dire que je veux changer la fonction de secrétaire général du Casa Sport. Je veux te la confier. Un secrétaire, certes, qui va être la cheville ouvrière de la marche du club, l'administration et tout, mais qui va aller au-delà de ça et qui va être chargé de la communication. Parce qu'il faut que le Casa puisse développer une stratégie de communication. Parce que c'est mon club qui a une base affective très large. Malheureusement, ce volet-là n'est pas pris en charge. Alors, je m'appelle à l'époque, j'ai dit, mais comment je peux m'occuper de communication, moi qui ne suis pas un élément issu du milieu de la communication. Il me dit non, je te fais confiance. Je sais qu'avec tes compétences, avec déjà tes compétences, parce que tu es professeur, ensuite tu as le verbe facile, etc. Je ne pose pas de questions, je sais que tu vas réussir la mission. Alors c'est comme ça que j'ai accepté le principe. Et donc, à partir de 2009, lors de la mise en place du bureau, on a nommément mis secrétaire général chargé de la communication. Et c'est comme ça qu'on m'a proposé à ce poste-là, que le bureau a été entériné. Et depuis lors, je n'ai pas quitté ce poste-là de secrétaire général du club. Jusqu'au départ de Noah Cissé, aujourd'hui avec le président Seydou Sané, vous occupez encore ce poste-là. Mais on va revenir un peu sur cette période. Vous avez été là quand le Casa Sport vraiment remporté toutes ces coupes-là avec la génération des Stéphane. Bon, c'était quoi le secret à cette époque-là? C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de moyens, mais on voyait que le Casa Sport, chaque année, au moins, le Casa Sport jouait au moins une finale. Mais voilà, c'est ça un peu ce que nous avons apporté, la tâche, comment dirais-je, la touche, si on peut l'appeler comme ça, une touche qui nous est vraiment, que nous pouvons à la limite revendiquer la paternité, c'est celle-là. Parce que nous sommes organisés autour d'un principe, c'est de dire il faut que nous puissions valoriser le produit local. Mais surtout, la formation au niveau du Casa Sport. Nous avions une très bonne pépinière au Casa Sport. Des joueurs qui ont toujours brillé au niveau de la pratique, parce que nous avions des formateurs hors normes, des gens qui étaient des spécialistes pour ça, et ils ont toujours sorti de très bons talents. Alors nous avons dit que, puisque nous n'avons pas les moyens d'acheter des joueurs, il faut faire la promotion des jeunes joueurs du Casa Sport. Et c'est là où est née cette fameuse notion de filière locale. Filière locale, mais ensuite de mettre en valeur la filière. C'est-à-dire tous ceux qui sont des fils du club, c'est-à-dire qui ont grandi, qui sont à la limite nés et qui ont grandi dans le club et qui ont acquis une certaine mentalité club.
et qui peuvent forger comment dirais-je, un esprit de fils du club. Tu sais, dans le football, aujourd'hui, cette notion-là a presque disparu. Aujourd'hui, c'est le clientélisme, c'est l'argent, c'est tout. Les gens vont dans des clubs pour des contrats juteux. Mais il n'y a pas cette fibre-là, patriotique. Nous avons pu la créer au sein du club, en nous appuyant sur les jeunes qui ont grandi dans le club. Et si vous voyez bien cette équipe-là, la majeure partie venait de la petite catégorie du Casa Sport. Nous avons déjà commencé avec les Blaise Mingou, les Pacha, hein, et ça s'est amplifié avec les Mamani Kidjera, les Asonko, les Bonaventure Mankabo, hein, et comment dirais-je, donc les Pacha étaient déjà là. Donc on avait, avec cette équipe-là qui a joué la finale du premier championnat professionnel en 2009 contre la Linguère, on avait pratiquement 5 ou 6 jeunes qui venaient de la petite catégorie. Il y a même des joueurs comme Stéphane Badji qui venaient d'arriver, qui étaient encore juniors. Hein, parce qu'on l'a pris de Dakar où il était, etc. Arifis, il était à Hamham, je crois. Il jouait dans le club Hamham. Antiyakar et Hamham. Voilà. Donc, nous l'avons fait ramener au Casa Sport. Et à côté de ces jeunes-là, nous avons également dit qu'il fallait que le Casa se donne un peu les moyens quand même de densifier son équipe. Nous avons dit que ça ne suffit pas. Hein, le seul produit local est la filière. Il fallait que ces jeunes-là maintenant soient accompagnés de joueurs aguerris. Au moins 1 ou 2 joueurs. Et ce qui a valu qu'on a fait venir ici les tout premiers joueurs. Bon, c'est vrai que par le passé, il y avait les Abdourahmane Diallo et tout, mais après il y a une longue cassure, il y avait presque plus de joueurs venus d'ailleurs. Alors nous avons fait venir des joueurs comme Alpha Marceau, comme Dix, Yen Faye, voilà, et puis Alus Tchao. C'était à peu près les 3 joueurs qu'on a fait venir. Et pour la première fois, le Casa, parce qu'on a dit au président, il fallait qu'on se donne les moyens. Nous avons pris en location un immeuble. Et nous avons dit qu'il fallait que ces joueurs-là qui étaient des étrangers, qui ne connaissaient pas, entre guillemets, par rapport à Ziguinchor, il fallait le mettre dans des conditions. Parce que les laisser dans les familles, ce n'est pas évident. Hein? Il fallait les mettre dans des conditions et que le Casa le prenne en charge intégralement. Alors, c'est ce qui s'est fait. Nous avons pris une bonne. Le Casa fournissait régulièrement les condiments. Et nous avons amélioré le vécu. Et ils sont venus épauler les jeunes que nous avions sur place. Et ça a été une réussite. Parce que c'est avec eux que nous avons commencé à sentir véritablement ce groupe-là se forger. Avec notamment d'autres qui sont venus, qui étaient d'ici, mais qui n'étaient pas tellement connus parce qu'ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas grandi. C'est des Djara Badji qui étaient de Mbour. Ils sont venus et sont associés à ce groupe-là. Et ce qui a été les détonateurs de ce groupe-là que nous avions. Parce qu'à côté, il y avait maintenant un groupe véritablement solide, soudé, qui avait un vécu. Hein, nous avions pu créer un cycle. Parce que l'idée, c'était ça en réalité. C'est de faire en sorte d'avoir sous la main des joueurs qui vont rester ensemble pendant 4 ans, 5 ans, pour arriver à maturité. Et c'est comme ça que ce groupe de joueurs que j'ai cité, avec les Pape Maguette Nying, avec les Stéphane Badji, les Ablaye Diallo, comme vous dites, les jeunes qui ont grandi dans le groupe, comme les Kidjera, les Sonko, les comment dirais-je, Bonaventure. Pour les Mills, il est venu après, parce que lui aussi, je crois qu'on l'a pris de Navetan à part de Tilène, hein, quand il a commencé à émerger. Voilà, il est venu se greffer au groupe, mais lui aussi, comme on dit, c'est la fibre patriotique. Hein. Donc on a mis l'accent sur ces jeunes-là du cru, hein, Ablaye Diallo qui est venu du Cap Skiring, hein, Stéphane, comme j'ai dit, qui est de Koloban, mais qui jouait régulièrement là-bas. Donc on a créé ce groupe-là et on lui a greffé quelques joueurs qui sont venus d'ailleurs. Et ça, la mayonnaise a pris en quelque sorte. Et la même dynamique a été consolidée avec le staff. Hein, Demar Matandiaï qui était là depuis pratiquement 2004 voire 2005, pendant que nous étions membres de section. Nous avons misé sur lui. Malgré la pression qui voulait que chaque année, parce que le Casa ne gagnait pas, que les supporters réclament sa tête, nous avons gardé le cas, nous avons dit que de la même manière qu'avec les joueurs, nous voulons prendre le temps, nous avons dit qu'il faut également prendre le temps avec les entraîneurs, de leur permettre d'asseoir quelque chose et de voir ce que ça va donner sur 4-5 ans. Et ce qui a donné justement ces résultats-là que vous évoquez tantôt, entre 2010 et 2014, le Casa a été une machine à gagner, qui a gagné tous les trophées et qui est devenu,
le club le plus titré de l'ère professionnelle au Sénégal. Ouais, tout à fait, Voilà. tout à fait. Le club le plus titré de l'ère professionnelle. C'est vrai que derrière tout ça, il y avait justement une bonne crème derrière, comme vous le dites, avec ces écoles de football qui compétissaient. En réalité, chaque année, le Casa Sport, en petite catégorie, que ce soit en cadet ou en junior, le Casa Sport propulsait une équipe, au moins, une équipe en finale de coupe du Sénégal. Alors, c'est à peu près, hein, c'est autour de 5 trophées, cette époque-là. Oui, si on prend l'année 2010, le premier trophée qui a été gagné, c'est la Coupe de la Ligue. Donc en 2010 et 2013, nous avons gagné tour à tour. En 2010, la Coupe de la Ligue. En 2011, la Coupe du Sénégal. En 2012, nous sommes devenus champions du Sénégal. Nous avons repris le cycle en 2013 avec la Coupe de la Ligue, n'est-ce pas? Et nous avons failli faire le doublé cette année-là, Coupe de la Ligue, Coupe du Sénégal, parce qu'en l'espace d'une semaine, nous avons joué la Coupe de la Ligue contre Gorée, et une semaine après, la Coupe Sénégal contre le Djaraf. Hein? Malheureusement, nous avons perdu au tir au but. Mais en 2014, la Ligue Pro a mis en jeu le premier trophée de Supercoupe, la Supercoupe qui opposait le vainqueur de la Ligue aux champions du Sénégal. Et nous avons été également le premier club à gagner ce trophée en 2014. Donc nous sommes devenus vainqueurs de la Supercoupe. Donc voilà les trophées que nous avons alignés en 2010 et 2014. Donc ça dit 5 trophées. Alors, et après, nous avons enchaîné avec des finales perdues, notamment en 2015, hein, devant Génération Foot, hein, avec l'éclosion d'Ismaël Assar, par exemple, qui a fait beaucoup de tort au Casa Sport. Hein, en finale, nous avons perdu 4-3. Et en 2016 également, la finale perdue contre Niar Italie au stade Léopold Senghor. Mais depuis lors, c'est la disette, il n'y a pas de finale, le Casa n'a pas connu de finale. Donc, cette période-là, véritablement, a été une période prolifique. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que elle a également pris fin avec la fin d'un cycle. Tous ces joueurs-là qui étaient là, hein, et qui ont gagné tous ces trophées sont partis. Hein, il ne restait plus personne. Hein, les tout derniers Mohicans, comme on peut les appeler, c'était Mamanin Kidjera, c'est Mam Sertchoun. Ils ont arrêté après la finale 2015 face à Génération Foot. Ils sont partis, n'est-ce pas? Après, il fallait recommencer, maintenant avec une autre génération. Voilà, malheureusement, nous ne sommes pas donné le temps. Moi qui ai vécu la période qui a préparé cette cycle-là et celle qui a suivi le départ, je suis à l'aise pour dire que nous n'avons pas suivi la même dynamique. Hein? Par rapport à ce qui s'est fait avant, il y a une cassure. Nous avons opté pour autre chose, parce que le Casa Sport a grandi, parce que le Casa Sport est devenu, avait une base affective, mais qui était très exigeante en termes de résultats, parce que tout le monde pensait qu'avec la logique de la gagne, le Casa devait continuer à gagner chaque fois. Et nous avons oublié, n'ont pas pris en compte le fait que ce cycle-là qui était là, ces joueurs-là qui ont tout gagné sur leur passage, n'étaient plus là. Et que c'était une nouvelle génération de joueurs qui est arrivée et il aurait fallu se donner le même temps de conception de groupes et de filières de cycles pour qu'au bout de 2-3 ans également, que ce groupe-là se remette à gagner. Nous avons voulu que ce groupe-là soit dans la même dynamique que le groupe qui vient de partir. Et malheureusement, ça crée cette cassure-là en termes de résultats. En termes de résultats, ça crée cette cassure-là. C'est vrai, beaucoup de joueurs sont partis. C'est le moment justement d'évoquer ces questions de transfert qui ont fait énormément de bruit à tort ou à raison. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ces différents transferts? Globalement, que le Casa n'a presque rien obtenu en retour, hein, globalement. Hein, parce que, imaginez, d'abord à l'époque, il n'y avait pas une sécurité juridique autour des contrats des joueurs et tout. C'était l'apprentissage du professionnalisme. Il n'y avait aucune rigueur. Et qu'il n'y avait rien en réalité qui permettait aux équipes d'avoir une certaine projection dans le temps. Nous faisons des contrats sur la base d'une saison. Le joueur était sous contrat pour la saison. Et à la fin de la saison, on renégociait avec les joueurs qui acceptaient
systématiquement de re-signer parce que, comme j'ai dit, pour l'essentiel, c'était des joueurs du cru de la région et qui considéraient qu'avant tout, c'était leur club. Donc, le seul problème qu'on avait, c'était de voir avec eux c'est quoi on devait s'entendre pour connaître le compagnonnage. Et à la limite, notre chance, c'était que ces joueurs avaient donné une sorte de... avaient fait une sorte de... avaient signé un contrat moral avec le Casa Sport. Que s'ils devaient quitter le Casa Sport, c'est pour l'étranger, c'est pour l'extérieur. Ils ne quitteraient jamais le Casa Sport pour aller dans un autre club. Et c'est comme ça que des joueurs comme Stéphane Badji, comme Evin Potendin, ont pratiquement été très sollicités, mais n'ont jamais daigné répondre aux sirènes des équipes qui les appellent, notamment le Giraffe, qui était à deux doigts de nous chipper Stéphane Badji, mais qui a voulu respecter jusqu'à la dernière énergie ce pacte-là qu'il avait. Donc, en réalité, voilà ce qui nous liait au club, aux joueurs. Il n'y a pas de contrat qui permettait au Casa Sport de dire non, ce joueur-là ne part pas parce qu'on n'a pas obtenu ceci ou cela. Donc le joueur était là. Si la saison prenait fin au mois de juin, ça veut dire que c'est terminé avec lui. On attend que la saison reprenne pour avoir notre contrat avec lui. Entre-temps, le joueur a un contrat, etc. Maintenant, il faut recoller un peu les morceaux. Faire en sorte que le Casa Sport, un temps soit peu, puisse tirer quelque chose de ce contrat-là. Et en général, c'était des contrats qui n'étaient pas également juteux pour nos joueurs. D'abord, nous n'avons jamais eu la chance d'avoir que nos joueurs partent dans de grands clubs. Le premier pour lequel nous avons eu une enveloppe conséquente, c'est Stéphane Badji. Et il partait en Norvège. Et vous voyez que la Norvège, ce n'est pas ce qui se fait de mieux en Europe. Si on doit catégoriser les championnats, la Norvège ne fait pas du top 10 en Europe. Donc c'était des miettes en réalité. Mais pour nous à l'époque, presque 100 millions avec Stéphane Badji, c'était le jackpot. Alors, et ça a permis au club de souffler. Avant qu'on ne fasse ce transfert-là, de Stéphane Badji, pour la petite anecdote, nous étions endettés comme c'est pas possible. Aujourd'hui, on peut le dire sans trop frémir, mais à l'époque, nous tous nous craignons qu'un jour ou l'autre qu'on nous convoque à la police parce que tout le monde a été endettés partout, au niveau des commerçants de Ziguinchor. Il fallait payer les dettes. Il y a un commerçant qui s'appelle Talibé Diallo, je crois. C'était également le fournisseur de lycée Niabo, il était également fournisseur du Casa Sport en liquidité. Ainsi de suite. Et nous, on était au courant de ça parce que c'est nous qui allions prendre l'argent, signer les bons, le président il signe, il met le cachet, on amenait, on nous servait. Voilà comment le Casa a vécu pendant tout ce temps-là. Et c'est pourquoi c'est facile aujourd'hui que tout est rose à la limite, que les gens se mettent là-bas pour tirer à boulet rouge sur les dirigeants de Casa. Mais nous avons vécu des moments extrêmement difficiles. Il fallait faire preuve d'ingéniosité, de stratégie pour que le club continue à marcher sans que l'on sente qu'il n'y a pas d'argent. Et c'est comme ça que nous avons pu réaliser des performances comme ça, sans moyens. Les seuls moyens que nous avions, c'est quand le club arrivait en finale. Alors là, tous les hommes politiques qui voulaient se faire voir, c'était l'occasion rêvée. À grande pompe de communication avec la télé, on nous convoquait dans leur bureau à Dakar. Nous partions 2-3 jours avant la finale avec le président et nous faisions les bureaux des hommes politiques de la région. Les ministres de la région, les députés de la région, et chacun donnait qui 1 million, qui 5 millions, qui 500 000. Et c'est comme ça que nous, on faisait l'effort de boucler le budget des finales et nous profitions de cette manne financière-là pour en général régler une partie de nos dettes la saison. Voilà comment nous avons toujours fonctionné, au jour le jour. Et désintéresser les joueurs par des primes. Par des primes. Moi, je vous ai dit que j'ai joué au Casa Sport, mais la seule chose, le seul moment où on recevait de l'argent, c'est quand on parvenait à avoir des victoires. On donnait une prime de victoire de 10 000 francs. Il n'y avait pas de salaire à l'époque. Alors, tu peux rester tout le mois sans victoire, donc ça veut dire sans un seul rond. Il fallait se débrouiller pour aller aux entraînements. Avec les contrats que nous faisions pour nos joueurs, les plus gros salaires, c'était 100 000 francs. Stéphane a quitté le Casa Sport avec un salaire de 100 000 francs, Stéphane Badji. Donc les Nipol, c'était ça. Il n'y avait pas plus que ça. Donc,
Nous profitons justement de ces moments-là. Quand il y a la finale, on dit, on va donner un per diem aux joueurs, on leur donne un forfait de 30 000 francs pour leur séjour pour la finale. Si on gagne la coupe, on leur donne une prime de 50 000 francs. Quand on part en Afrique, puisqu'il fallait aller faire 3 jours on est parti au Maroc avec ce groupe-là, on est parti comment dirais-je, au Togo, nous sommes partis en Guinée-Conakry, nous sommes partis au Mali avec eux, nous sommes partis en Gambie, nous sommes partis au Nigeria, pour ne citer que les sorties avec eux. On leur donnait un per diem, mais un forfait, parce que per diem ça veut dire tous les jours, un forfait de 50 000, entre 30 000 et 50 000 francs. Donc c'est le seul moment où le joueur recevait véritablement quelque chose, en plus de quelques de ces miettes-là qu'ils avaient en termes de salaire. Donc ces finales-là, c'est des moments véritablement de faire des gratifications pour ces jours-là. Donc cet argent-là, c'était justement pour ça, et régler quelques dettes qu'on avait, et après attendre qu'on ait véritablement une véritable rentrée d'argent. Et comme je l'ai dit, c'est arrivé seulement avec le transfert de Stéphane Badji. Le problème qu'on a avec les transferts, c'est la pression des parents. Pour la petite anecdote, j'étais en commande de section de football. Au sorti de match à Hambourg, avec des joueurs comme Pape Maguette Nying, comme Pabi Sané, le fils de Whisky, qui était défense centrale, comme Joseph Biagui. Ou Joseph, il y avait 2 Joseph, c'est Biagui, le défenseur. Parce qu'on avait Jo Bassen, voilà, c'est Jo Biagui qui était le défenseur. Avec Abdou Sagna, Pacha. Il y avait un 5e, pour ne citer que cela. Ils étaient 5. Le 5e, je crois, c'est, je ne sais plus si c'était Hassan Dramé ou un autre. Au sort de ce match d'Hambourg, ils sont rentrés avec l'équipe avec déjà une offre pour aller jouer au Nigeria. Un club nigérien les avait déjà sollicités. Ah, je me rappelle. Ils avaient donné leur accord en pleine saison. Et quand ils sont rentrés, ils sont rentrés à Ziguinchor en réalité pour prendre leur bagage et repartir le lendemain. Il y a eu une réunion folle toute la nuit ici au lycée Niabo autour de Omar Diop, vice-président, de Noah Cissé et de nous autres membres de la section sur la faisabilité. Est-ce qu'il fallait les laisser partir ou non? Ils étaient 5 titulaires en plein milieu de saison qui ne voulaient rien entendre, ce n'est de partir au Nigeria. Et leur famille était là pour nous dire, vous ne donnez rien à nos enfants, ils ont la chance d'aller jouer au Nigeria avec un contrat, vous ne pouvez pas les empêcher de partir. Quelle pression. Alors cette réunion-là s'est tenue et il fallait décider, et on a décidé cette nuit-là de les laisser partir. Et le lendemain, ils sont tous retrouvés à la gare routière, ils ont pris cette place, ils sont partis à Dakar pour se rendre au Nigeria. Et c'est comme ça que nous vivions avec nos sociétaires une pression terrible. Pour que Émile Paul Tendeng parte en Roumanie, je me rappelle, il y a une pression, des gens sont venus se mettre à la porte de la maison de Noissé pour l'injurier de tous les noms d'oiseaux. Se mettre au stade pour injurier Noissé parce que on l'aurait considéré comme quelqu'un qui ne voulait pas qu'Émile parte, qui n'était pas sociable, etc. D'ailleurs, ça s'est terminé à la police, je me rappelle un jeune handicapé qui a été, Noissé a dû lui porter plainte, on l'a enfermé, et après c'est Noissé qui est revenu pour dire non, il faut qu'on libère le gosse. Donc tellement, les familles mettaient la pression sur les dirigeants Casa Sport pour que les gosses partent. Moyennant 0 franc pour le Casa Sport. Et c'est pourquoi je dis que tous ces gens-là sont partis sans que le Casa Sport n'ait eu un seul rond. Que ce soit Ablaye Diallo, que ce soit ces jeux-là qui sont partis au Nigeria, etc. D'ailleurs, pour eux, je me rappelle, on les a fait accompagner par Dramé, membre de section, pour aller voir avec le club, ce qu'il fallait donner au Casa Sport. Je crois qu'il avait fait 1 mois, alors qu'il était parti pour 40 heures, pour entrer dans les ces sous-là et revenir. Donc c'est dire la difficulté qu'on avait à l'époque, véritablement à gagner quelque chose avec ces contrats-là de joueurs qui partaient à l'extérieur. Et on avait beaucoup de joueurs de talent qui sont partis mener le talent à l'extérieur, malheureusement, sans qu'il n'y ait des retombées pour le Casa. Je rappelle que nous sommes avec Siaka Bodian, plus connu sous le sobriquet de l'os, secrétaire général du Casa Sport depuis 2009. C'est pratiquement la mémoire du club depuis 2009. Alors, l'occasion pour terminer sur justement sur l'ère Seydou Sané.
partir de... avec Noah Cissé, vous avez tout gagné. Aujourd'hui, jusque-là, avec Seydou Sané, ce n'est pas encore le cas. Mais quand il y a des réalisations en cours, est-ce que, si vous comparez un peu ces deux périodes-là, même si comparaison n'est pas raison, aujourd'hui, c'est quoi la différence entre les deux en termes d'options? Très bien. Donc la différence... Déjà, il faut reconnaître que nous avons eu la chance d'avoir, avec ces deux-là, ne serait-ce que pour ces deux présents, de grands présents, qui avaient des idées derrière la tête et qui avaient une certaine manière de les faire appliquer. Pour donner l'exemple de Noah Cissé, c'est quelqu'un qui avait le sens du partage. Il était très généreux en l'espèce. C'est quelqu'un qui avait toujours horreur de se mettre en avant. Il ne voulait jamais prendre une décision sans qu'au préalable, il ait échangé avec son staff. Et son staff, c'était moi naturellement, c'était Dramé, président de la section de football, et c'était Ibou Dabo, qui s'occupait des finances. Et c'est pourquoi d'ailleurs, les détracteurs de cette période-là n'ont pas manqué de dire la bande des quatre. Le cas était géré par quatre personnes. Voilà. Mais c'était parce que Noissé avait privilégié une... Il avait dit d'abord que le grand nombre ne réglait rien. On était tout en compétiteur avec 33 personnes, etc. En réalité, ça n'avait jamais porté ses fruits parce que les gens, ils ne venaient que pour des réunions et après ils disparaissaient. Pour l'aspect opérationnel, il n'y avait pas de suivi. Alors, au fur et à mesure, Noissé a compris qu'il fallait une certaine gestion de proximité pour faire marcher les choses. Et c'est pourquoi j'ai dit, cette paternité-là de faire du Casa Sport un club attrayant par les résultats, nous la revendiquons avec Noissé parce que nous avons procédé de cette manière-là. Et heureusement, Dieu a permis que le Casa Sport ait pratiquement gagné tous ses trophées pendant cette période-là. C'est pourquoi, pour caractériser un peu les deux hommes, lors de l'atelier que nous avons tenu ici lors des cinquantenaires, j'ai dit Noah Cissé, c'est le chanceux, c'est le président de la chance. C'est celui qui a fait gagner au Casa Sport tous les trophées. Par contre, Seydou Sané, c'est le stratège. C'est un président stratège, c'est un président plus tourné vers la modernité. Si on peut comparer les deux, Noissé, c'est un peu le classique, c'est le style de club classique qu'il a développé. Seydou Sané, c'est le type de club nouveau qu'il a instauré au Casa Sport. Un club tourné vers le développement. Or, le développement, ce n'est pas forcément gagner des trophées. D'ailleurs, les trophées, on les gagne et on ne se développe pas. Au Casa Sport, vous gagnez la Coupe du Sénégal, on vous donne 15 millions de francs. Alors que vous avez des dettes... Vous aurez dépensé peut-être 50 millions pour arriver en finale. Vous gagnez le championnat au Sénégal, avec la Ligue Pro, vous recevez 20 millions. Alors que vous avez dépensé 60 millions pour 70 millions pendant la saison. Donc, quand Seydou Sané est arrivé, il dit, bon, qu'est-ce que vous privilégiez? Les résultats ou le développement de l'équipe, du club? Faire du Casa Sport un club de demain. Un club avec des infrastructures. Un club avec une visibilité. Un club avec une possibilité de vendre des joueurs et de permettre à ce que cette vente de joueurs-là fasse prospérer le club. Parce que le développement aussi, c'est des moyens. Alors, est-ce qu'on va être un club où on va connaître à dire on va cotiser? Membre communautaire 30 000 francs, c'est le cas aujourd'hui. Membre de bureau 50 000 francs. Est-ce que ce qui fait qu'il fera entrer de l'argent et personne ne cotise? Ou si les gens cotisent, c'est avec beaucoup de retard, alors que les charges n'attendent pas. Donc, le président Seydou Sané dit, je ne pense pas que ce soit viable. Avant, au Casa Sport, il y avait ce qu'on appelle le club des 10 000. C'est-à-dire que chacun, tous ceux qui sont dans ce groupe doivent payer 10 000 francs. 10 000 francs, c'est quoi pour faire développer un club? Donc, Seydou Sané, ce qu'il a apporté au Casa Sport, c'est ce qu'on peut appeler l'autonomie. Autonomie financière. Et ça, c'est important. Je vous disais tantôt que le Casa Sport
avec la manne qu'a constitué le transfert de Stéphane, l'a consacré pratiquement au paiement de dettes. Le club n'était jamais à jour. Nous commencions chaque année avec des dettes. Mais pire, pour commencer la saison, il fallait faire des quêtes. Nous allions dans les bureaux, dans les marchés, en tant que dirigeants, pour faire une quête, parce qu'on veut réunir des denrées alimentaires pour organiser un regroupement fermé de 15 jours. Voilà ce qu'était le Casa Sport avant. Aujourd'hui, c'est un vieux souvenir. D'ailleurs, vous, qui êtes à côté du Casa Sport aujourd'hui, vous ne connaissez pas cet épisode-là du Casa Sport. Nous l'avons vécu. Tous les jours avec les filles de la section de football, les Ndela et autres Virginie, on allait voir les commerçants de cette ville-là de Ziguinchor, qui nous donnent des denrées, des pâtes, qu'on rassemblait pour leur faire un regroupement fermé et préparer l'équipe pour la saison. Et nous faisons un regroupement fermé ici à Djibélor. Il n'y avait pas de possibilité d'aller au Cap, il n'y avait pas de possibilité d'aller en Gambie. Aujourd'hui, le Casa peut dépenser jusqu'à 15 millions pour préparer la saison. Et avec des fonds propres. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, ce qu'on peut retenir du Casa Sport, c'est le fait, avec Seydou Sané, d'avoir permis le développement du club. Et ce n'est pas pour rien que l'une des dénominations d'un des vice-présidents du Casa Sport, c'est vice-président chargé du développement et de la coopération. Parce que nous avons pensé que ces deux volets-là sont importants. Et ces deux volets, c'est ce que Seydou Sané a développé. Le développement du club à travers les infrastructures, mais qui est accompagné d'une stratégie de développement, d'une coopération. Et aujourd'hui, nous coopérons avec cette structure-là d'hommes d'affaires allemands qui ont permis que le siège du Casa Sport est en construction. Et les travaux vont bon train. Tous les mercredis, nous faisons le point avec l'entrepreneur et l'architecte pour voir l'évolution des travaux. Et les travaux se passent très bien. Ça veut dire que d'ici 10 mois peut-être, le Casa Sport sera doté d'un siège fonctionnel, avec un siège qui lui est propre, avec des bureaux, pour l'administration du club, avec une salle de spectacle, avec une salle de musculation, avec un restaurant, avec un dortoir qui va abriter jusqu'à 34 pensionnaires, avec une piscine à côté, avec un terrain de football, un terrain d'entraînement. Et nous avons notre propre terrain d'entraînement comme les clubs professionnels européens. Aucun club au Sénégal, hormis les académies, ne peut se targuer de cette évolution-là. Nous allons, sous peu, dans quelques mois, être propriétaires d'un siège fonctionnel. Et ça, véritablement, je crois que c'est la touche de Sané, c'est la touche développement, c'est la différence qu'il y a aujourd'hui entre l'ancienne époque et celle d'aujourd'hui. Alors, pour terminer, on va vous taquiner un peu avec ce coronavirus qui est venu chambouler un peu tout le football sénégalais. Donc on même dit que le coronavirus est venu mettre à nu les tares du football sénégalais. Est-ce que c'est votre avis? C'est mon avis, mais même si les tares, on les connaissait déjà, le football sénégalais ne marchait pas. Il faut le dire. Parce que pour qu'il marche, il faut qu'il, comme je dis, qu'il ait des infrastructures comme celles que le Casa Sport est en train de mettre en place. Aujourd'hui, on n'en a pas. Il n'y a pas de terrain de football qui soit opérationnel et qui permette au football de se développer. Aujourd'hui, le Casa Sport, c'est l'arbre qui cache la forêt à Ziguinchor. Mais quelles sont les infrastructures qui permettent à nos clubs comme Olympique, comme Santhiaba, comme Ziguinter, etc., de se produire? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'infrastructure. On a le stade Nema, à côté, il n'est pas fonctionnel. Le stade Pedro Gomis, la même chose. Il n'y a que le stade Aline Sitoé, encore que c'est un stade à peine fonctionnel. Et ça, c'est Ziguinchor. Si on va à Dakar, où il y a pratiquement 400 clubs, ou peut-être, en tout cas, au moins 200 clubs, pour revenir à la moitié, parce que Dakar fait pas la moitié, ou même plus des clubs sénégalais. Mais quelles sont les aires de jeu qu'ils disposent pour leur développement? Pratiquement rien. Demba Diop est fermé depuis 2015, je crois. Ibama Diop également n'est pas fonctionnel.
Aujourd'hui, les clubs Dakar se rabattent dans la banlieue, Pikine, Guédiawaye, Mbao, etc. Donc, c'est des aspects qui sont là et qui montrent à suffisance que notre football n'est pas développé. Les clubs eux-mêmes, quelles sont leurs capacités pour faire face à leurs besoins et faire en sorte qu'on parle de véritable professionnalisme, il n'y en a pas. Et pour cette affaire-là, moi je pense que n'ont pas été assez visionnaires au Sénégal quand on mettait en place le football professionnel. On l'a créé, on a voulu qu'il marche tout de suite. L'État s'est lavé les mains en disant que vous êtes une société privée, prenez-vous en charge. Or, le football professionnel tel qu'il a été envisagé en Europe, il y a eu un accompagnement de l'État. Une cinquantaine, voire plus d'années, en France et ailleurs. C'est l'État qui a accompagné et qui a permis au club, à la Ligue professionnelle de pouvoir être autonome et de voler de ses propres ailes. Ce n'a pas été le cas au Sénégal. Donc voilà pourquoi, et c'est le paradoxe, et ça aussi ça va montrer l'année dernière où ce championnat nous l'avons commencé, peut-être 8 mois après la fin de la saison, de l'autre saison, parce qu'il n'y a pas d'argent pour démarrer. Et le paradoxe au Sénégal, c'est qu'au lieu que le football professionnel finance le football au Sénégal, c'est le football amateur qui finance le football, parce que c'est la fédération qui a dû financer la Ligue sénégalaise de football professionnel pour qu'elle puisse démarrer ses activités. C'est ça le paradoxe au Sénégal. Or, la vitrine, l'élite du football au Sénégal, c'est la Ligue sénégalaise de football professionnel. Donc, il y a un véritable déphasage entre ce qui devait se faire et ce qui se fait. Évidemment, le coronavirus n'a fait qu'amplifier cette vérité-là. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de faire ce que l'Allemagne a fait pour démarrer son championnat, de faire ce que l'Espagne a fait pour démarrer aujourd'hui son championnat, de faire ce que l'Angleterre ou la France ou plutôt l'Italie ont fait pour pouvoir démarrer, même si la France elle a décidé d'arrêter. C'est parce que ce protocole sanitaire-là qu'il faut mettre en place exige que vous ayez les moyens pour le faire, que de pouvoir tester tous les joueurs à plusieurs reprises, les mettre en quarantaine dans des hôtels, etc. Observer certaines mesures. Ce n'est pas le football sénégalais qui peut faire cela et qui peut s'adapter. Donc, effectivement, le coronavirus nous permet d'y voir beaucoup plus clair qu'effectivement, nous ne sommes pas. La preuve, nos clubs africains, ils ne dépassent pas au maximum les deux tours préliminaires. Ils sont éliminés, ou plutôt nos clubs ils sont éliminés au maximum après le second tour. Les derniers en date, c'est Génération Foot. Avant eux, il y avait le Casa Sport. Et avant que le Casa Sport ne dépasse un tour préliminaire, en éliminant, et ça c'était véritablement une anomalie de l'histoire, le Maghreb Tétouan, qui est un club marocain avec beaucoup de millions, des centaines de millions, que le Casa Sport avec pratiquement même pas 10 millions de budget, les éliminer, ça a été véritablement une véritable entorse. Donc le Casa Sport l'a fait, et après, donc on a décomplexé un peu le football sénégalais, et ça, le football sénégalais a tendance à l'oublier. C'est quand le Casa Sport est devenu champion en 2012, qu'en 2013, un club sénégalais a franchi pour la première fois un tour préliminaire, en éliminant le club marocain, avant que le club malien ne vienne nous éliminer au second tour. Donc aujourd'hui, les clubs sénégalais sont systématiquement éliminés parce qu'ils n'ont pas un football viable. Un club qui sort champion du Sénégal, il faut se dire que l'année suivante, ce club-là perd pratiquement tous ses meilleurs joueurs. Il faut recommencer. Et on recommence et on va en Coupe d'Afrique avec des joueurs qui n'ont pas été ceux qui ont gagné le championnat. Parfois, on a même des problèmes pour aller en Afrique compte tenu de la faiblesse des moyens. Des moyens, voilà. Et Génération Foot en a fait les frais. Génération Foot en a fait les frais. Et vous faites les frais de cela, non seulement au plan sportif, parce que vous êtes éliminé, mais aussi au plan économique, financier, parce que vous laissez des plumes. Vous ne faites qu'un tour, voire 2 tours, votre budget est complètement mis à nu. Et après, vous devez faire face aux compétitions nationales, et vous n'y arrivez pas, et c'est à ce moment-là que vous avez des difficultés. Pikine est allé en Europe, en Afrique, après avoir été champion, il est descendu en Ligue 2, si je ne m'abuse. Génération Foot
après avoir été championne l'année dernière, cette année, est dans les bas-fonds du championnat. Il a dit son salut qu'au dernier journée de la phase aller, qu'il a permis de sortir des derniers. Donc, c'est mortel à la limite pour les clubs sénégalais. Et ça aussi, c'est une manière de montrer que le football sénégalais n'est pas viable pour ces clubs. Alors, le football sénégalais n'est pas viable pour ces clubs. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cet entretien très, très enrichissant, il faut le dire, parce que vous êtes aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mémoire du Casa Sport depuis pratiquement 2009. Ça fait au moins plus de 10 ans. Vous êtes à ce niveau-là. Votre dernier mot? C'est de me réjouir en tout cas de ce qui... La tournée dont les événements sont en train de prendre, au Casa Sport en tout cas, parce que nous sommes en train de faire des efforts conséquents d'organisation. Et c'est un peu le défi que nous sommes lancés en célébrant le cinquantenaire du Casa Sport en 2020. Plutôt en 2019, autant pour moi. Maintenant, il s'agit de quel Casa Sport pour le deuxième cinquantenaire. C'est un Casa Sport qui va devenir un club moderne. Un club moderne avec une modernisation à tout point de vue. Quand j'évoquais les initiatives avec les infrastructures et tout, avec les salaires qui ont évolué de manière drastique aujourd'hui, on peut se targuer d'être parmi le club le plus dépensier en termes de salaire au Sénégal, mais en termes de régularité dans le versement de ces salaires-là. Et ça, c'est une option de modernisation. Mais également, en termes de visibilité, ce que nous faisons avec Casa TV, mais les autres clubs nous l'envient. Est-ce qu'il y a Djaraf TV? Est-ce qu'il y a Mbour TV? Est-ce qu'il y a Ndiambour TV? Linguère TV, je ne suis pas sûr. C'est donc dire un peu aujourd'hui l'avance que le Casa Sport est en train de prendre dans ce football-là. C'est pourquoi, et c'est pour en venir à mon dernier mot, c'est pour en amener à plus de prise de conscience des sociétaires du Casa Sport quant au progrès que leur club est en train de réaliser. On ne peut pas se fier seulement aux résultats sportifs et considérer qu'on ne gagne plus de trophées, que le club ne marche pas. Mais le Casa aujourd'hui est beaucoup plus viable qu'il ne l'était quand il gagnait des trophées. Parce qu'on gagnait des trophées et on était endetté. Aujourd'hui on ne gagne pas de trophées, on est un club entre guillemets riche. Et qui va l'être davantage parce que de plus en plus, avec les initiatives que nous sommes en train de prendre, non seulement ce siège-là va être fonctionnel, mais il va y avoir un cadre de partenariat qui va dans le sens d'une organisation qui va permettre au Casa Sport de vendre régulièrement ces jeunes pousses en Europe via ce partenariat-là et d'être un club avec beaucoup de revenus. Et ça, je crois que c'est également une option salutaire. Et c'est pourquoi, moi, mon dernier mot, c'est d'en appeler à plus de prise de conscience de l'évolution que le Casa Sport est en train de faire, des projets que le Casa Sport est en train de réaliser, et de surtout permettre aux dirigeants que nous sommes, mais surtout au président Seydou Sané, avec la clairvoyance qu'il a, avec les idées nobles qu'il a, de lui permettre de mettre en exergue sa politique. Parce que la contestation, la critique, elle est très forte au Casa Sport. Et très souvent, c'est en méconnaissance totale de la réalité des faits. Alors aujourd'hui, les sociétés du Casa Sport ne peuvent plus se targuer de ne plus être informés de l'actualité de leur club. Ils sont bien informés. Ils ont la possibilité d'avoir la bonne information à la source. N'ont pas besoin que les gens se donnent un spectacle. Et c'est pourquoi cet épisode-là, on n'en a pas parlé, des supporters organisés en deux camps, à la MUSCA, poser des problèmes à la bonne masse du club, c'est regrettable. Et on doit travailler aujourd'hui à créer une unité autour du Casa Sport, autour de ces dirigeants, à fédérer toutes les forces du Casa Sport. Tous ceux qui se réunissent dans les Casa n'ont qu'une seule envie,
c'est que le Casa Sport gagne. C'est que le Casa Sport devienne un club fort. C'est que le Casa Sport devienne un club africain. Quand on parle de club africain, ce n'est pas un club qui va aller faire un tour et revenir. C'est un club qui va s'installer dans le quota ou le Gotha des clubs africains qui vont régulièrement se hisser dans les phases de poule en Afrique. C'est ça l'ambition du Casa Sport, à terme, à plus ou moins long terme. Donc c'est pourquoi l'appel que je lance aujourd'hui, c'est un appel à l'union. Si on peut même l'appeler une union sacrée, autour de ce qui est en train de se faire. Les dirigeants du Casa Sport, il n'est là que de manière éphémère. Le Casa Sport est éternel. Vous dites que je suis là depuis 2009, peut-être que d'ici 1 an ou 2 ans, j'ai passé le flambeau à un autre. Mais on ne parlera plus de Siaka Boyan Sakate, mais on parlera du Casa Sport. Moi, c'est avec tout ce qu'il a réalisé comme résultat au Casa Sport. Aujourd'hui, il n'est plus le président du Casa Sport. C'est Seydou Sané qui est là, et demain sera un autre. Donc le Casa Sport doit survivre de ses dirigeants. Et pour survivre de ses dirigeants, il faudrait que tout le monde comprenne que ce n'est pas la personne du dirigeant qui est importante. C'est ce que le dirigeant fait, ce qu'il réalise dans l'intérêt du club qu'il faut valoriser, qu'il faut améliorer par une critique objective, qu'il faut améliorer par une action, mais individuelle et personnelle. C'est-à-dire que, avant de dire que c'est ceci, cela, il faut déjà que chacun mette la main à l'œuvre. Et comme ça, nous pourrons édifier quelque chose de solide et de pérenne, de telle sorte que, évidemment, d'ici 50 ans après, des gens qui sont là, qui n'étaient pas là aujourd'hui, ou qui étaient là et qui n'étaient pas acteurs, viendront célébrer le centenaire du Casa Sport. Et à partir de ce moment-là, ils auront un siège fonctionnel, ils auront un club qui est devenu un club africain, ils auront un club qui est à l'abri du besoin, un club qui va être la cheville ouvrière du football au Sénégal. Cheville ouvrière du football au Sénégal, le Casa Sport de demain. Et parole du secrétaire général du Casa Sport qui appelle à une union sacrée autour justement du club. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Voilà.